Littérature jeunesse, le rêve ou la conscience, la peur ou l'espoir, que privilégient les auteurs et les éditeurs aujourd'hui? Comment dire le monde de demain, le réchauffement climatique, la crise écologique? À l'occasion de l'ouverture du Salon du Livre et de la presse jeunesse à Montreuil, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, rencontre avec deux écrivains. Jérôme Leroy pour le tome 2 de Loup après tout, intitulé La communauté, ce nouvel opus, suite de Le grand effondrement, tous deux publiés chez Cyrose. Fan de science-fiction, l'auteur du Bloc, paru chez Gallimard en 2011 et adapté au cinéma par Lucas Bellevaux en 2017, sous le titre Chez nous, sur la montée d'un parti d'extrême droite, continue d'écrire en parallèle pour la jeunesse. Bonjour Jérôme Leroy. Bonjour. Et à vos côtés, Vincent Villeminot. Bonjour. Bonjour. L'auteur de la trilogie fantastique Instinct et des deux réseaux, écrit depuis 10 ans principalement pour la jeunesse. Il publie aujourd'hui Nous sommes l'étincelle chez Pocket Jeunesse. C'était au printemps. Bonjour, bonjour. Vous serez tous les deux à l'affiche de la scène littéraire ce vendredi 29 à 11h15 avec Guillaume Guéraud et d'autres rendez-vous pour ceux qui souhaiteraient vous retrouver sur le Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Une 35e édition qui nous invite d'ailleurs à décélérer sur le thème de l'éloge de la lenteur. Cette accélération du monde, Jérôme Leroy, vous la ressentez? Comment elle se traduit? Quels effets restent palpables pour vous? De l'accélération du monde, du fait qu'on soit dans un monde extrêmement rapide et même... oui, après vous allez nous dire comment vous décélérez, vous. Oui, enfin déjà, le constat, c'est que on est tous connectés en permanence, qu'il devient impossible de s'isoler réellement. C'est-à-dire que le vrai cauchemar, c'est qu'on est plus joignable. Pour décélérer, je ne sais pas, j'aimerais éviter une catastrophe, justement, telle qu'on peut les décrire dans nos livres, Vincent et moi. Mais je pense qu'effectivement, il va falloir sérieusement ralentir. Comment maîtriser le temps? C'est un sujet de préoccupation pour vous aussi, Vincent Villeminot? Oui, c'est une question, et c'est une question qui est, à mon avis, au cœur de la littérature jeunesse, le temps. On est des adultes qui écrivons pour des adolescents, on n'a pas la même perception du temps, et on a la possibilité dans nos livres, Jérôme le fait depuis un moment, et moi aussi j'essaye, d'offrir du temps long. De voir se dérouler des chances, donc de ne pas être dans juste de l'instantané permanent. Ne pas agir sur 3 temporalités, passé, présent, futur. Dans quel temps l'imaginaire doit-il vivre pour s'épanouir? Peut-être aussi la littérature pour enfants ou pour adolescents. Est-ce qu'elle doit, selon vous deux, les accompagner aussi dans leur manière d'habiter le monde d'aujourd'hui, tout en les aidant à se projeter? Comment réussir ce grand écart, Vincent Villeminot? Je distinguerais peut-être la littérature pour enfants qui a aussi une fonction d'enchanter le monde et la littérature pour adolescents qui aurait plutôt pour fonction éventuellement de désillusionner. Non pas de désenchanter, mais de désillusionner, d'aller sur un regard le plus juste possible. Voilà. Et dans ce dialogue qu'on a avec nos lecteurs adolescents, je pense qu'on a un dialogue possible, parce qu'effectivement le temps s'accélère et que effectivement ce monde qui est neuf pour eux est neuf pour nous aussi. On est tout aussi naïf que par rapport à certaines évolutions du monde, et donc je suis peut-être plus proche d'un adolescent de 15 ans aujourd'hui que de l'adolescent que j'étais à 15 ans. On a les mêmes questions. Mais pourquoi tous les deux projeter vos romans, vos histoires dans un monde post-2050? Qu'est-ce que ce saut temporel vous permet de développer? Moi, ce qui me permet de développer, c'est de manière romanesque, c'est cette espèce d'angoisse disant, et souvent une littérature de l'inquiétude. Et il se trouve que l'inquiétude aujourd'hui, il suffit de voir comment c'est toute une partie de la jeunesse qui a pris en main, j'allais dire, la protestation contre le réchauffement climatique. Imaginez
un futur à partir des lignes de force qui existent déjà aujourd'hui, qui ne sont pas très optimistes, et nos adolescents sont parfaitement conscients, n'arrivent pas forcément à le formuler, mais ils sont inquiets de la dégradation de l'environnement, ils sont inquiets du creusement des inégalités que ça suppose aussi au sein de chaque société, entre le Nord, le Sud. Et tous ces thèmes-là peuvent être, moi, à mon avis, développés, d'ailleurs pas seulement dans la littérature ado, mais développés dans la littérature d'anticipation, parce que justement, en grossissant légèrement, à peine d'ailleurs, en grossissant légèrement les principaux traits de nos sociétés, on propose des hypothèses qui ne sont pas forcément rassurantes, mais qui sont vraisemblables en tout cas. Oui, parce que quand vous dites ils sont inquiets, mais ils ne savent pas forcément ou exactement comment formuler cette inquiétude, ni à quoi elle tient. Vous vous dites que votre rôle à vous, d'écrivain aussi, est de tenter de répondre à ces questions. Je suis pas sûr que ce soit... J'ai pas forcément envie de répondre ou d'être quelqu'un qui porterait un message et de me mettre dans une position de surplomb. J'ai plutôt envie d'aider à reformuler les problèmes après. J'allais dire, c'est le plus important à mon avis, et de poser les questions dans les bons termes. Les solutions, ça, je ne sais pas si c'est au rôle de l'écrivain d'en donner ou d'en trouver. Nous sommes l'étincelle, c'est le titre de votre roman, Vincent Villeminot. Vous parlez de cette désillusion qui distingue l'adolescent de l'enfant à qui on ouvre plutôt un monde encore enchanté, rude ce passage à l'adolescence. Mais chez vous quand même, la promesse de l'étincelle, c'est l'espoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire sans espoir. Non, alors moi c'est ce qui me tient lieu de boussole. J'écris essentiellement en littérature jeunesse pour ce qu'on appelle les jeunes adultes. Et ce qui me tient lieu de boussole, c'est de toujours chercher où est la lumière. Où est la lumière, sachant que je m'adresse à des jeunes lecteurs qui sont plutôt des lecteurs exigeants. Les ados, soit ne lisent plus du tout, soit lisent beaucoup. Donc j'ai affaire à des très bons lecteurs et que je ne peux pas les baratiner en leur disant la lumière est partout. Mais en revanche, regarder le monde avec ses ténèbres, mais en se posant toujours la question où est la lumière, où est l'endroit où il y a peut-être encore, où ça n'a pas abdiqué. Une désillusion qui n'abdique pas, je dirais. Voilà, c'est ce que je vais chercher dans un roman de littérature jeunesse. De ne pas être dans l'amertume. Une désillusion sans amertume. Et là, la lumière, vous la voyez où aujourd'hui ? Oh, je dirais que dans le roman, dans ce roman-là, elle est dans beaucoup de lieux qui sont aussi bien l'amour, la famille, dans les amitiés. Je crois que l'amitié est aujourd'hui un lieu qui est à réhabiter, et un lieu qui est même très politique, il me semble. Il me semble que les affinités qui se nouent là sont essentielles, mais la lumière, je la vois aussi dans la forêt l'automne. Voilà, moi j'ai la chance de vivre hors des villes, ça met une respiration et ça me permet de voir de la lumière tous les jours. Voilà, et cette nature, c'est aussi le cadre, cette forêt de ce roman, on y revient. Jérôme Leroy, pour vous, cette lumière, elle a été centrale aussi dans la manière dont vous avez pensé cette trilogie de Loup qui commence sur l'effondrement et qui devrait s'achever l'an prochain avec un troisième opus, La bataille de la douceur, de l'espoir malgré tout. Oui. C'est-à-dire que même au pire moment, dans le tome 1, dans le grand effondrement, dans le premier tome de Loup, même dans le pire moment, le couple improbable que je mets en scène, qui est un type qui a 30 ans, donc qui avait 18 ans au moment de l'effondrement et qui avait récupéré cette petite fille et qui maintenant est une adolescente, ils ont en partage la poésie, c'est-à-dire qu'ils continuent, elle s'appelle Lou parce que c'est lui qui l'a baptisée, comme ça, parce qu'elle était complètement traumatisée, elle ne se souvenait plus de rien. Et il l'a baptisée Lou en hommage à Apollinaire, lui il s'appelle Guillaume, et dans leur bagage, en dehors de leur bagage de survivants, leur maigre bagage de survivants, il y a les poésies complètes d'Apollinaire, donc en Pléiade, et un livre de poche qui est l'Odyssée. Pour vous aussi, il y a de la poésie, beaucoup.
Oui, il y a de la poésie. Et elle se trouve autour. Il y a de la poésie dans la nature, il y a la poésie aussi des livres, et puis il y a la poésie de l'action. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de plus en plus ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'écrire l'action. Euh, et de l'écrire, il se trouve qu'en l'occurrence, il y a des scènes avec des hooligans autour d'un stade, il y a des scènes de poursuite dans la forêt, et c'est ces passages-là qui me venaient presque en vers. Donc j'ai fait un travail avec l'éditeur pour que tout ne soit pas en vers, mais parce que du coup ça tuait l'effet de l'irruption des vers. Mais oui, il fallait de la poésie à certains moments, et qu'il y ait un flot comme ça qui soit maîtrisé par les vers. Ouais. La poésie, ce sont les mots aussi, hein, Jérôme Leroy, c'est le langage qu'on emploie pour parler à cette adolescence, à ces adolescents de lecteurs que vous avez l'un et l'autre. Là encore, pas de compromis, pas de négociation pour vous sur la langue utilisée pour leur parler. Non, d'ailleurs, ni sur les thèmes. Moi, j'en parle d'autant plus à l'aise que, et je pense que c'est ce qu'il y a de très nouveau dans la littérature ado ou jeunes adultes, comme on dit maintenant, c'est qu'on ne s'interdit rien au niveau des thèmes. Moi, en fait, on m'avait contacté il y a une dizaine d'années comme ça, sur un salon du polar, en me demandant si ça m'intéresserait d'écrire pour la jeunesse. Et mon premier réflexe, c'était de dire oui, mais enfin, j'ai envie de raconter certaines histoires et je suis pas sûr que... Et aussitôt, l'éditrice, qui s'appelait Nathalie Benat, m'a dit mais non, il est hors de question de sacrifier tes thèmes habituels. Donc moi, ce qui ferait la différence, c'est uniquement la question du point de vue adopté. C'est-à-dire que, par exemple, tout est focalisé sur Lou, et dans le deuxième volume, c'est même elle qui prend en charge le récit. C'est-à-dire que c'est quand même vu par quelqu'un qui a l'âge des premiers lecteurs de ce genre de livre. Lou, qui est une survivante et qui a aussi cette force de vie, hein, malgré ce blackout, malgré tout ce qu'elle a connu aussi, en ayant survécu à cette fin du monde, elle parvient toujours à retrouver cet instant de vie. Hein. Ah oui, c'est que ça, je pense que la vie, l'amour sont des choses qui ne survivront à l'effondrement, enfin qui survivraient à un effondrement. Précisément, Lou, en plus, mon idée était quand même d'avoir un personnage qui n'a connu que ce monde-là. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi imaginer que, parce que nous on imagine toujours ce monde-là avec nos références d'avant. Et donc la souffrance est encore plus grande. D'une certaine manière, Lou, ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu de manière traumatique étant toute petite fille, mais donc la réalité de son existence s'est passée uniquement dans ce monde-là. Et tout ce que peut lui raconter Guillaume lui apparaît comme pratiquement mythologique. Mais ça l'a fait rêver ? Ça la fait rêver, elle n'est pas aussi naïve que ça sur le passé, parce qu'elle comprend quand même alors ce qu'elle a, elle a quand même quelque chose, elle a une colère en elle, qui est liée au fait que comment on en est arrivé là. Et c'est ce que Guillaume essaye de lui expliquer, parce qu'effectivement, elle ne voit pas du tout le monde d'avant comme un paradis, mais elle voit très bien que celui qu'elle vit, au moins au début de la trilogie, est quand même assez proche de l'enfer. Alors, juste pour vous camper un peu l'un et l'autre, et surtout vos romans, Jérôme Leroy, Lou est adolescente là, elle a donc été recueillie un peu plus jeune par Guillaume. Ils étaient tous les deux survivants, ils sont dans ce monde post-apocalyptique où le pire, vous l'évoquiez, est déjà arrivé, où notre civilisation s'est déjà effondrée, rien n'allait plus, hein, le climat, le réchauffement climatique, les épidémies, les dictatures, enfin vraiment le pire était là. Vous dites que c'est par la colère aussi et par la douceur, l'espoir, la poésie que vous parvenez à ne pas rendre cette situation anxiogène pour le lecteur. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus... Enfin, c'est encore une fois, moi, les scènes que j'ai aimé faire dans Lou sont bien sûr ce qu'on aime en tant qu'écrivain, et Vincent en a parlé, c'est, j'allais dire, les morceaux de bravoure, par exemple, d'écrire un moment dans Lou 1, comment il se retrouve totalement assiégé
dans un centre où il y a des réfugiés. Bon, ça, c'est arriver à faire ces grandes scènes d'action, mais c'est aussi pour moi dans des petits moments autour du feu, autour d'un feu ou dans une vieille maison quand ils se retrouvent dans la villa Yourcenar, qui est une villa qui existe réellement dans le nord de la France, qui est en surplomb, donc comme c'est une région très plate, ils peuvent voir d'où ça vient, mais ils retrouvent là une forme de douceur de vivre paradoxale et en même temps le problème est de savoir que c'est toujours menacé et éphémère, ce qui donne un prix assez fort à leurs sentiments et à ce qu'ils vivent. Il y a toujours voilà, c'est à nouveau, tout redevient précieux. Un livre, un repas, une baignade, ce plaisir d'être au monde redevient incroyablement précieux parce qu'il est en permanence menacé, éphémère et précaire. C'est dans cette précarité aussi que la vie se réorganise pour vos personnages. Vincent Villeminot, dans Nous sommes l'étincelle, on peut dire que c'est un idéal qui est mis à l'épreuve sur 4 décennies, entre 2025 et un peu plus de 2060. Vos personnages vont tenter de vivre ensemble, proches de la nature et en autosuffisance. C'est un rêve qui est mis à rude épreuve aussi. Oui, ce qui m'intéressait, c'était de partir d'une utopie, et même de l'écrire. Il y a des parties de manifestes politiques dans le roman qui sont citées, et puis de la confronter au réel, et de la confronter au réel à un endroit où ça se passe mal, parce que sinon il n'y a pas de roman. Donc je raconte effectivement ces 4 décennies à travers 3 générations, les jeunes gens qui ont cru au départ et qui se sont mis en sécession, ceux qui les ont rejoints plus tard pour différentes raisons, et puis les enfants des uns et des autres qui, eux, sont nés dans la forêt. Voilà. Parce que ce qui m'intéresse avec la belle idée romantique de révolution, c'est qu'est-ce qu'il en reste après. Et en définitive, cette révolution qui a pu avoir des accents merveilleux, est-ce qu'on a bien fait de la faire ? Est-ce qu'elle nous a changé en mieux ? Est-ce qu'elle nous a abîmés ? Est-ce que ça valait le coup malgré tout, malgré les morts, les blessures, etc. Donc il fallait que je confronte mes personnages au temps long, ce qui m'a valu ce luxe énorme en littérature jeunesse d'avoir des personnages plus âgés que moi, puisque au début du roman, ils ont 20 ans. Mais à la fin, ils en ont une 60aine. Et peut-être qu'ils vous enterreront, ces personnages. C'est possible. Qu'est-ce qui les menace ? De quoi doivent-ils se protéger ? Ils doivent se protéger sans doute d'un certain idéalisme. Ils doivent se protéger de la pluie, du froid. Ils doivent se protéger de gouvernements qui les jugent subversifs parce qu'ils ne demandent rien à personne et qui se mettent en sécession. Et que c'est plus effrayant que des gens qui auraient des revendications. Entendre « ne comptez plus sur nous, nous n'avons plus besoin de vous », ça c'est très effrayant. Ils doivent se protéger de tout ce qui peut naître dans des territoires régis par l'illégalité, donc aussi bien la violence que la convoitise, voilà. Et ils doivent se protéger les uns des autres, donc ça fait beaucoup de choses. Mais du coup, ça fait pas mal de fils narratifs à tirer. Ouais. Oui, et c'est ce qui permet la résistance aussi, et la confrontation à la réalité pour réaffirmer ce rêve ou cet idéal qu'ils vont tenter de construire. Ils vont se retrouver sans cesse sommés d'être en réponse à des choses imprévues. Et globalement, ils vont inventer des choses que j'avais pas prévues. Et moi, c'est ça qui m'intéresse quand j'écris un roman, c'est d'imaginer une situation de départ, de placer mes personnages dans une situation et de voir comment ils vont s'en débrouiller. Et voilà, là, ça m'intéresse de les voir aller vers des choses que j'avais pas prévues, y compris des erreurs, mais voilà, qui sonnent juste
et qui ont un accent de vérité. Voilà, vous, Vincent Villeminot, vous partez de l'utopie et vous questionnez la possibilité d'une société alternative. Vous avez pris le sens contraire, finalement, en partie, hein, Jérôme Leroy, Oui. avec votre cycle Loup, votre trilogie, puisque vous partez de l'effondrement et vous vous demandez aussi comment Loup va pouvoir, à partir de ce rien et de menaces qu'on peut quand même aussi définir chez vous, participer à la construction d'un monde meilleur. Oui, moi les menaces sont en fait parce que j'aime jouer avec les codes. Le mot n'est jamais prononcé et ne le sera jamais dans les 3 volumes. J'aime jouer avec les codes du roman post-apocalyptique et il y a une créature qui est très à la mode. Il faut s'interroger d'ailleurs sur le pourquoi elle est à la mode, c'est le zombie. Et de fait, ils sont confrontés à 2 sortes de zombies. Moi, je les appelle pas comme ça parce que c'est pas vraiment des zombies et qui sont nés en fait à mon avis, les deux addictions les plus effrayantes qui existent aujourd'hui. La première, c'est l'addiction au virtuel, et on peut imaginer que d'ici une vingtaine d'années, le monde soit tellement insupportable qu'avec la réalité augmentée, on puisse passer son temps dans le virtuel. Et là arrive assez tôt, avant même l'effondrement total, différentes cyberattaques qui, en quelque sorte, grillent le cerveau de ceux qui sont là, et ça devient, c'est ce que j'appelle les cyberautistes, et donc qui sont réduits en cibles dans le monde d'après. Et puis les deuxièmes sont ceux qui ont, puisque 80% de la population à peu près dans les années 2030, l'effondrement a lieu, je vous le dis à tout hasard, le 13 juin 2040 à 21h47, ça arrive assez vite. C'est la grande panne. Et donc avant, une bonne partie de la population, notamment dans les pays industrialisés, était sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, et notamment avec une molécule quasiment miracle qui s'appelle la thymosomaline, mais qui a eu... dont vous avez le brevet. Hein. Dont j'ai le brevet, ouais. D'ailleurs, que j'ai l'intention cyniquement de commercialiser. En fait, il faut qu'on s'y prépare. Et donc, sauf que la thymosomaline, a des effets secondaires redoutables qui créent ce qu'on appelle les bougeurs, qui sont donc ils sont confrontés à 2 sortes de zombies. 2 sortes de zombies en quelque sorte, mais qui ont d'ailleurs des compétences et des habitudes différentes, ce qui complique beaucoup les choses. Et pour revenir à votre question sur l'ordre dans lequel les choses se passent, effectivement, moi j'ai toujours été fasciné, c'est pas un hasard s'ils ont l'Odyssée, j'ai toujours été fasciné par les voyages initiatiques. Et je pense que même c'est même ce qui est fondamental à tout. Les récits fondateurs sont tous, les grands récits fondateurs sont tous des voyages initiatiques, et elle va faire ce voyage initiatique vers une société qui s'appelle la douceur, que j'ai déjà évoqué dans un autre roman. Pour aller vite, c'est l'an 01 de GB, pour ceux qui pourraient se souvenir, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une société libertaire, anti-autoritaire, et où il y a des harmonies spontanées entre les individus. Mais avant, il va falloir qu'elle passe quand même par toute une série d'étapes, et par exemple, le volume 2 la communauté est un moment où justement, une société, elle croit qu'elle est bien tombée, mais c'est pas sûr. Vincent Villeminot ? Oui, ce que je trouve intéressant dans les bouquins de Jérôme en littérature jeunesse depuis quelques années, c'est qu'il évolue toujours entre cette idée de douceur et de perte. On peut dire que Nordland, la douceur, c'était le Nordland avant l'attentat. Dans Macha, il y avait la douceur et puis et l'effondrement, mais sans le lien entre les deux. Et là, ça y est. Là, il raconte le lien de l'effondrement à la douceur, donc je suis très content de le lire. France Culture avec nos 2 invités, Jérôme Leroy et Vincent Villeminot, à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui s'ouvre aujourd'hui à Montreuil jusqu'à la fin de la semaine, c'est en Seine-Saint-Denis. On parle de cette littérature pour les ados. Est-ce qu'elle doit réveiller, inviter au rêve ou au contraire à la prise de conscience, à moins que les deux ne soient pas incompatibles, qu'il n'y ait pas paradoxe là-dedans. Il est 13h19. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Il
y a de l'autre côté de cette vitre un jeune homme qui s'appelle Vincent, qui s'est présenté il y a une petite demi-heure. Il est stagiaire chez nos confrères de France Musique et il est passé voir comment ça se passe à Culture, à France Culture. Il a l'air d'avoir une écoute assez attentive. Je ne sais pas ce qu'il lit. Je vais lui proposer peut-être de nous rejoindre dans ce studio. Comme ça, il saura de l'intérieur à quoi ça ressemble. Et en attendant, je vous propose qu'on se pose avec Thierry Magnier, éditeur jeunesse, cette question. Peut-on tout dire, tout montrer aux enfants ? On peut reprocher aux adultes d'être amnésiques. C'est-à-dire qu'ils ont totalement oublié qu'est-ce qu'ils recherchaient à cette époque-là. Et quand on est enfant, on est curieux de tout. On veut absorber, on veut essayer de trouver les choses qui nous renseignent, qui nous construisent. Et ça, ce sont des livres qui permettent de le faire. On n'a pas envie de montrer aux enfants un monde de bisounours. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie c'est ça. Et si on commence à les mettre dans du coton et à faire des produits, je dis bien produits, et puis des livres aseptisés, qu'est-ce que ça va former comme adolescent? Qu'est-ce que ça va former comme adulte? C'est dramatique pour moi. Le plus gros risque aujourd'hui, c'est l'autocensure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un auteur se pose maintenant la question, est-ce que j'ai le droit de leur dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Et l'éditeur commence aussi à se faire une autocensure. Alors ça, c'est ce que j'essaie de dire aux auteurs et les éditeurs avec qui je travaille. Je dis, surtout, non, allez-y, faites votre livre comme vous l'entendez, comme vous avez envie de le partager. Est-ce qu'il vous arrive de vous auto-censurer, messieurs? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce qu'il y a des choses, clairement, où vous vous dites, ça, c'est pas pour un public adolescent. Vu comment est constitué le cerveau d'un enfant, il vaut mieux pas que j'aille sur ce terrain-là. Jérôme Leroy. On m'a parfois reproché d'être un peu flair bleu, parce qu'en fait, on va pas se mentir. On va pas se mentir. C'est les deux problèmes auxquels on peut se heurter sont la représentation de la violence et de la sexualité. C'est quand même ce qui va quand même. On peut pas raconter n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que ça veut dire ne pas le raconter? Ça, c'est autre chose. Mais je mets des filtres. D'ailleurs, ça m'a interrogé sur ma propre pratique de la littérature adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que par moment, je n'étais pas dans la littérature adulte dans une certaine complaisance dans la représentation de la violence ou de la sexualité? Mais sinon, non. Non. Encore une fois, les sujets sont les mêmes et les préoccupations que j'ai sont les mêmes. Vincent a eu la gentillesse de parler d'un roman qui s'appelle Norland, qui était sur l'attentat pour la jeunesse, enfin pour les jeunes adultes, sur l'attentat d'Utoya. Je ne me suis rien permis, ce qui a fait que c'est devenu rien tout permis et rien interdit. Ouais. Comme quoi, le lapsus. Oui. Mais je me suis rien interdit. Le seul problème ça aurait très bien pu être un roman pour adultes, mais pour moi ça ne l'était pas parce que la narratrice avait 16 ans et ne pouvait savoir de la situation que ce qu'on peut ne comprendre de la situation que ce qu'on peut en comprendre à 16 ans. Et c'est en ce sens que Vincent, ce qu'il réussit en général très bien, c'est d'être capable effectivement de prendre il a parlé de personnes plus âgées, mais de prendre ce point de vue adolescent en disant qu'il se sent lui-même comme un adolescent. Vincent Villeminot. Oui, moi je ne parlerai pas d'autocensure.